Voilà. Voilà. Ah merde, ça. Bonjour. Je vois Lord Nola, mais je pense pas que ce soit le nom de. Non, c'est ma fille. C'est votre fille. Ah d'accord. Donc vous volez les identifiants de votre fille pour aller regarder, se fouiller dans sa vie privée. C'est... Malheureusement, je crois que c'est elle qui vole ma bonne connexion et mon ordinateur en particulier le soir. Les adolescents ont développé des stratégies de survie assez redoutables. Très bien. Alors, on attend encore Monsieur Eddy, il me semble, qui ne s'est pas connecté. On va l'appeler parce que normalement... Ah, Michel, tu es là? Non, je vais l'appeler, il n'est pas au d'accord. Ah, attendez, il arrive. Je le vois qui se connecte, qui est dans la salle d'attente. Ben le voilà, je le vois. Ouais. Voilà, on voit qui se connecte. Une petite minute. Bonjour, bonjour, monsieur le député. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, très bien, et vous? Ben, on résiste. Alors, merci beaucoup, meilleurs vœux à vous et puis bien évidemment à tous vos proches, votre famille et puis de manière générale pour le CIRAD et tous les acteurs du développement agricole, la sécurité alimentaire et puis de manière générale pour tous les acteurs de la politique de partenariat de solidarité internationale et puis pour tout le monde entier, on va faire large. C'est par ça qu'on concentrer. En tout cas, merci beaucoup de vous être rendu disponible à Troyes. On a eu l'occasion déjà d'échanger plusieurs fois, toujours des échanges de grande qualité, donc il nous paraissait essentiel de vous avoir dans ces auditions plus officielles. Alors vous dire que elles sont enregistrées pour que nos collègues puissent les réécouter, et si vous le voulez bien, après on les diffusera sur YouTube, enfin sur ma page qui n'est pas non plus une page vue par des millions de personnes, mais ça permettra aussi d'étendre ces auditions. Donc soit vous n'êtes pas obligé, hein, si vous me dites pas de diffusion, il n'y a pas de diffusion, mais en tout cas, l'idée c'est d'avoir un échange très libre. Et donc, si vous estimez qu'il y a des choses que vous ne souhaitez pas qu'ils soient diffusées, on ne la diffusera pas. Mais en tout cas, nous, c'est important de vous avoir, puisque vous faites partie, bien évidemment, des acteurs essentiels de ces politiques de partenariat. On le voit bien avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'augmentation de l'insécurité alimentaire, avec les questions de zoozone, avec les questions bien évidemment d'augmentation un peu de la conséquence de la pauvreté, des changements climatiques, la biodiversité. Enfin, le CIRAD est au carrefour de tous ces enjeux, au départ, à l'arrivée, au carrefour, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, c'est un acteur que l'on ne peut pas évoquer. Et donc, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir avec mes collègues. Vous connaissez, vous avez pris connaissance du texte, donc je ne vais pas y revenir. Simplement vous dire qu'il y a au moins 5 objectifs principaux. Le premier, c'est la question de la stratégie, la cohésion, de la cohérence des politiques publiques, et puis de définir un narratif, et puis un certain nombre de priorités pour la politique française. Le deuxième, c'est la question de la stratégie, enfin de la programmation, qui est un des objets fondamentaux de ce texte, nous donner de la visibilité, de la lisibilité, et au-delà de l'objectif des 0,7, c'est d'essayer eh bien de quantifier l'effort que la France fait dans cette politique-là et de donner cette trajectoire qui permette à tout le monde de savoir où un peu on va et avec quels objectifs pour la société civile, pour les collectivités, pour l'AFD aussi avec la question de l'augmentation de capital. Le troisième objectif, c'est la question, et le troisième élément de cette loi, puis de manière générale de ce que l'on va faire, c'est la question des partenariats. Et donc, vous êtes au cœur aussi de ces enjeux-là. Donc, c'est donner plus de place aux jeunesses, aux diasporas, à la société civile, aux acteurs de la recherche. Mais on a déjà eu l'occasion d'évoquer toutes ces questions. Le quatrième, c'est la question de la redevabilité
de l'évaluation et de l'impact. Et pour le coup, je sais que vous êtes particulièrement attaché en tant que CIRAD à ce que vous faites ait un impact, et puis surtout qu'on apprenne de tout ça. Donc c'est la question de la commission indépendante d'évaluation, la question de la capitalisation, du partage et de la diffusion des connaissances. Et le dernier élément, qui est un élément plus politique, mais qui est un élément important pour l'adhésion, c'est la question de la dimension aussi citoyenne de cette politique-là. Comment faire en sorte que voilà, on se soit basé sur des valeurs qui permettent l'adhésion aussi de nos concitoyens, puis du coup qui à la fois légitiment l'effort financier et nous permettent aussi de dire nos préférences en tant que société, en tant que nation, en tant que peuple, et que l'on considère que la réduction de la pauvreté, la lutte contre les inégalités mondiales et la lutte contre le changement climatique sont des objectifs fondamentaux pour notre politique de partenariat et pour notre politique d'affaires étrangères. Donc voilà, vous avez suivi toutes les péripéties. Enfin, on a ce texte qui arrive à l'Assemblée nationale, on est très content, et donc on voulait vous auditionner pour à la fois avoir votre avis de manière un peu générale sur le texte, sur les aspects bien évidemment particuliers des différents dispositifs, à la fois dans les différents articles et puis dans le CPG, et puis avoir votre avis, vos éclairages, vos suggestions de modifications, de précisions, d'ajouts, de retrait. Donc voilà, une discussion très libre, mais encore une fois, merci de vous être rendu disponible. Et puis, je vous laisse maintenant la parole pour nous faire votre tour sur ce texte de loi. Merci. Merci, monsieur le député, pour ces mots introductifs. Donc, on va participer à 2 voix pour le CIRAD à cette audition. Donc, moi-même, Michel Eddy, le président directeur général du CIRAD, et Elisabeth Clavry, la directrice générale déléguée à la recherche et à la stratégie. Et si vous me permettez, peut-être en liminaire de cet échange, effectivement aussi un commentaire un peu général sur le projet de loi, de toute façon, qui vient en débat à l'Assemblée nationale et qui justifie cette audition. D'abord, c'est vous dire, du point de vue de l'institution que nous représentons tous les deux, la grande satisfaction et le plaisir que nous avons de voir que ce débat va enfin se dérouler devant le Parlement. C'est du côté du CIRAD, j'allais dire, dans sa double mission d'établissement de recherche et d'établissement dédié à la coopération scientifique internationale. L'année 2020 et l'année 2021 aura été très riche en événements législatifs, puisque la loi de programmation de la recherche a été adoptée par le Parlement à la fin de l'année 2020 et que l'année 2021 va voir l'adoption de cette loi de programmation sur la coopération et la solidarité internationale. Et donc, pour un établissement public qui est une partie de l'action de l'État, c'est vraiment un cadre politique exceptionnel que je veux marquer, d'autant qu'il se fait dans un contexte où l'État non seulement réaffirme ses priorités et donne des objectifs qui permettent à chacun de savoir quelle est la boussole qui est effectivement à la manœuvre, mais il consacre des moyens supplémentaires à travers des lois qui sont des lois de programmation. Et moi, je tiens à saluer l'importance politique de ces gestes du point de vue de l'État. C'est vraiment suffisamment rare pour qu'on en tire tout l'intérêt et tout le bénéfice. Après, c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est évident que la période, me semble-t-il, elle montre toute l'utilité, la nécessité et l'importance de ce type de politique et d'affichage et la composante et la contribution que la recherche peut apporter à résoudre, à construire et à essayer de résoudre des problèmes de développement qui se posent partout dans le monde, mais qui ont une dimension évidente de coopération solidaire et utile forte entre les continents, et en particulier entre le continent européen et le continent africain, parce que là, on voit bien que de toute façon, ça a toujours été comme ça dans l'histoire, mais plus que jamais, il y a un destin commun et conjoint qui se construit et qui doit continuer à se déployer avec des intérêts bien compris de part et d'autre, dans lequel, évidemment, le développement joue une place et un rôle essentiel comme solution de moyen et de long terme à des problèmes qui sont des problèmes récurrents auxquels il faut que nous apportions réponse et solutions. Et je crois vraiment que la recherche a une place à y apporter, une contribution à y donner. Et le dernier épisode de la crise pandémique qui vient de rajouter un peu de difficulté aux problèmes que nous avions déjà affrontés montre évidemment que cette place est je crois, utile et importante. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que tout ce qui, dans le débat parlementaire,
qui va maintenant se mettre en place et dont votre audition est aussi un élément, me semble-t-il, va permettre de mettre en lumière, pas simplement pour tirer la couverture à nous, parce qu'évidemment, on a le souci de rendre visible ce que nous faisons, mais parce que je crois profondément que c'est effectivement à la fois une nécessité et parce que c'est aussi une particularité du dispositif d'aide publique au développement de la France, c'est la place que la recherche, à travers ces deux organismes évidemment dédiés, le CIRAD et l'IRD, mais pas simplement ces deux-là, ces deux organismes comme tête de pont d'un système de recherche et d'enseignement supérieur qui doit plus que jamais s'impliquer et se déployer sur ces questions. Ça me paraît effectivement utile et fondamental que le débat parlementaire le mette en avant, parce que c'est vrai que bon, ça n'est pas toujours le cas comme on aurait pu le souhaiter ou l'imaginer, et là, me semble-t-il, il y a une bonne occasion. Et à ce propos, je voulais informer la commission de l'Assemblée que nous allons prendre publiquement une initiative avec nos amis et nos collègues de d'INRAE, et que nous allons, dans les jours et dans les semaines qui viennent, mettre en discussion et en débat dans nos instances de gouvernance, en particulier devant nos conseils d'administration, un plan d'action et une feuille de route conjointe et commune que nous avons élaborée durant toute l'année 2020 pour orienter l'action du CIRAD et de l'INRAE conjointement et en commun vis-à-vis du continent africain. Et ça me paraît être un virage à la fois politique important, parce qu'il traduit à mes yeux le fait que les questions du développement aujourd'hui ne se posent plus simplement dans une sorte de relation nord-sud dans laquelle les développés parlent à ceux qui doivent se développer, mais bien dans une dynamique où les objectifs du développement durable se posent partout à travers la planète dans des contextes et des situations différentes. Et donc, cet accord le traduit, puisqu'il dépasse, j'allais dire, une vieille division du travail scientifique qui présidait jusque-là nos relations entre CIRAD et INRA. Le Nord à l'INRA, le développé à l'INRA, et le développement au Sud au CIRAD. Non, cette division-là ne tient plus la route, et il faut évidemment maintenant qu'on l'inscrit dans un contexte international, dans des enjeux qui sont plus globaux. Et donc, le fait que INRAE se mobilise avec nous et de manière cohérente et conjointe avec nous pour développer le partenariat de la recherche française avec le continent africain dans le secteur de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement me paraît être une dimension politique forte. Et de surcroît, je le dis parce que le texte que nous allons produire ensemble et rendre au public met la barre haut en termes d'ambition et en termes d'évolution. Et je crois que, bon, de mon expérience, il n'y a pas beaucoup de textes de ce niveau-là qui ont été produits par deux organismes qui souhaitent ensemble conduire des actions. Et donc voilà, donc c'est une pierre supplémentaire que nous apportons à cette construction. Et donc le débat parlementaire va nous aider à y donner plus d'importance encore. Et puis dernier point, c'est vrai que le One Planet Summit qui s'est déroulé en janvier, le 11 janvier, en particulier avec le soutien très fort qui a été apporté à l'initiative Présode que nous avons justement montée en coopération étroite CIRAD, INRAE et IRD, en voulant lui donner une dimension internationale forte sur cette question des luttes contre les risques des maladies émergentes et des pandémies. Voilà, tout ça va dans le sens où il faut évidemment se mobiliser plus. La loi est un moment de communication essentiel, non seulement avec le Parlement pour nous, mais je crois vis-à-vis de la nation entière, pour montrer l'utilité, l'importance de tout ça. Et nous, on veut y apporter évidemment toute notre pierre et notre contribution. Et donc, on est entièrement à la disposition du Parlement et de la Commission de l'Assemblée nationale pour aider à ce que cela se passe dans les meilleures conditions et au bénéfice de tous. Allô? Allô? Oui? Oui. Ah oui, très bon. Ah, très bon. Très bien. Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'imagine que votre collègue, que Madame Parevi va compléter? Alors, oui. Michel a été très complet. Peut-être je dirais 2-3 points plus précis plus ponctuels sur le texte. Le premier, c'est donc la commission d'évaluation. On en avait beaucoup parlé avec vous, et donc on se réjouit qu'elle soit bien dans le texte en version finale. On avait échangé, on avait eu des interrogations sur le rattachement à la Cour des comptes, et on voit qu'on est sur un dispositif plus large. Donc nous, on serait très preneurs d'informations sur ce sujet. Et en tout cas, on vous confirme
d'ores et déjà que tous nos services, notamment ceux qui travaillent sur l'impact, sont à disposition hein, de cette commission, à la fois pour donner les données, pour travailler. Enfin, on sera ravis d'y contribuer. Je crois que c'est vraiment une belle idée. On se retrouve aussi la façon dont on est cité dans le texte, notamment sur l'agriculture. Peut-être une petite remarque. On travaille beaucoup avec l'AFD, on vous avait parlé de notre accord, on va signer d'ailleurs les annexes financières, on a un accord assez important hein, avec l'AFD. Et on se demande si finalement ce contexte post-Covid, qui va être le contexte de ce projet de loi, ce n'est pas l'occasion avec le sommet Afrique-France pour un réinvestissement vraiment de qualité de l'AFD sur les sujets en agriculture. Alors, nos interlocuteurs en sont convaincus, hein, Gilles Kleitz, avec qui on travaille, mais il y a toujours une difficulté, et ça fait le lien avec le sujet précédent, c'est que l'agriculture, quand on fait des prêts, ou même quand on fait des dons à l'AFD, c'est un secteur qui finalement nécessite peu d'argent, donc on ne va pas décaisser très vite, on ne va pas décaisser des gros montants, et en même temps qui est risqué parce que l'agriculture, c'est pas des éoliennes, c'est de l'humain, c'est de la gouvernance, ça dépend aussi d'autres secteurs, de la logistique, de l'insertion, du commerce. Donc oui, il y aura toujours un taux d'échec des projets menés dans le secteur agricole qui sera plus important. Donc c'est peut-être le moment de le reconnaître et de dire qu'en même temps, c'est là où sont les emplois agricoles en Afrique des 10-15 prochaines années, et regarder ce qu'on peut faire. Et sur ce sujet-là, je me posais la question, parce que j'imagine que lors de la première partie du sommet Afrique qui aura lieu en mai, qui sera sur le financement des économies africaines, il y aura sûrement des prêts budgétaires, et l'Afrique en a bien besoin, ces États en auront bien besoin. Et si on ne pouvait pas faire des prêts budgétaires sectoriels, un peu comme à la Banque mondiale, il y avait les prêts pour résultats, les P4R, et si on ne pouvait pas tous se mettre autour d'une table pour donner un peu ce qui pourrait être une prospective. Comment est-ce qu'on pourrait, par les prêts budgétaires, avec quelques indicateurs, avec nos collègues africains, finalement, avoir quelques voies de progression de l'agriculture africaine. Alors, on ne serait pas les seuls à bord, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas, sur cette voie de l'aide budgétaire, encadrer et se donner un horizon plus long? Et on apprécie particulièrement que ce projet, cette loi de programmation, elle ait cet horizon long, qui est à la fois l'horizon de la recherche, mais qui est aussi l'horizon du développement agricole. Donc voilà, je m'arrêterai là pour qu'on ait un dialogue, mais sinon, c'est un beau, comme l'a dit Michel, c'est un beau projet de loi et on en est ravis. Merci beaucoup et merci d'avoir à la fois lu très attentivement tout le texte, parce que ça se voit, ça se sent, et puis de nous donner des pistes de modification, de suggestions. Alors, peut-être pour prendre par la fin, c'est vrai que le contexte, la période, et puis aussi le changement dans les outils, dans le sens où si on réinvestit, au fond, réinvestir en bilatéral, réinvestir en dons, ça nous permet aussi de réinvestir plus facilement, ou en tout cas de considérer que l'agriculture, le développement agricole, mais de manière générale, le développement de la ruralité, et parce qu'on voit bien qu'il y a des impasses avec ces mégalopoles, ces métropoles gigantesques, etc., que c'est faisable. Et ça sera d'autant plus faisable parce qu'on a des éléments en dons qui sont en augmentation, et parce qu'on veut retrouver un fort pilotage politique plus important. Et donc, oui, je n'ai pas là quel serait si je peux m'exprimer ainsi, le bidon, ou en tout cas la solution. Je sais en tout cas qu'on voit bien, on l'a fait avec le FIDA, puisqu'on a doublé notre contribution au FIDA, donc c'est bien le sens de ce que l'on voudrait faire sur l'agriculture. Le président de la République, et je pense, pardon ? Ah non, quelqu'un pensait qu'elle avait dit quelque chose. C'est ce qu'on avait évoqué aussi, c'est à travers notamment la jeunesse, puisque au fond, si on veut passer d'une logique un peu de secteur pour aller vers une logique d'acteur. Et donc, si on va vers une logique d'acteur, et parce qu'on peut le faire aussi avec plus de dons, c'est aussi d'aller vers la jeunesse, vers les femmes qui sont aussi très présentes dans la ruralité, et de trouver. Et je pense que là, on a besoin de vous pour le coup.
et donc ce partenariat avec l'AFD va être précieux parce qu'on ne peut pas faire, et l'agriculture est quand même, c'est compliqué. Parce que les années 2000 et même 90, avec les questions des terres, de la question des petits paysans, etc. Enfin, vous voyez, dès qu'on dit agriculture, aide au développement, vous voyez tout ce que ça charrie de risques, et donc du coup, on préfère éviter le sujet. Et donc, je pense que l'entrée par l'innovation aussi inversée, parce qu'avec les questions des changements climatiques, on a beaucoup de choses à apprendre sur le développement agricole qui se fait à Madagascar, en Éthiopie, voilà, etc. Donc, et donc, si on rentre par la porte d'entrée, jeunesse, emploi, productivité, comment dire, innovation, adaptation au changement climatique, là, je pense qu'on a beaucoup de choses. Si on rentre par le prisme agriculture, enfin, dans le sens où on va développer l'agriculture dans ces pays-là, donc déjà ça ne correspond pas à la réalité, je pense que c'est pas ce que vous dites non plus, et puis ensuite en termes de vision aussi des partenariats, je pense qu'on se plante un peu. Mais là, on a vraiment besoin de vous, parce que pour le coup, quand on discute avec un certain nombre de partenaires, il y a un champ qui est énorme. Alors, donc ce que vous dites est très juste sur au fond, ce que vous dites, c'est ce que l'AFD essaie de faire, ce qu'on pousse à faire avec les prêts de politique publique. Et au fond, ces prêts de politique publique qui sont des prêts attachés à la transformation d'une politique publique avec, sur le côté, maintenant, Expertise France qui pourra venir accompagner, donner de la coopération humaine, technique sur le terrain, avec aussi la capacité, parce qu'on a plus de dons, de peut-être tester, innover, être dans la recherche d'impact. C'est ce qu'on veut faire avec le fonds d'innovation qu'on a lancé avec Esther Duflo, avant de passer à la prête publique. Donc là, on a quasiment un peu tous les outils pour faire en sorte que le développement agricole soit bien servi en termes de mise en œuvre. C'est-à-dire que idéalement, on a un petit projet sur l'impact qu'on veut tester, innover, etc., avec le fonds d'innovation ou avec des plus petits tickets que l'AFD est capable de mettre en œuvre, ou des financements que l'ambassade peut faire pour le CIRAD avec d'autres partenaires dans ces pays-là. Ensuite, on peut arriver avec des prêts de politique publique pour justement passer à l'échelle ces politiques-là dans une région, dans une province, ou faire ce travail de capitalisation de ce qui a été fait sur le petit projet avec de l'impact pour le mettre dans un autre pays en l'adaptant. Et ensuite, ce qui est vraiment important aussi, c'est d'avoir cette capacité, d'avoir cette coopération humaine qui est dans le secteur agricole un élément clé fondamental. Et donc, c'est Expertise France, et c'est aussi la montée en puissance aussi de la coopération technique que le président de la République a souhaité aussi à travers le dernier CPD. Donc, je pense que les choses se mettent en œuvre, et qu'on va y arriver, mais ça demande aussi à ce que le dispositif français soit bien aligné, et il est de mieux en mieux, parce que vous avez des contacts, ce ne sont pas des contacts, des partenariats maintenant stratégiques avec l'IRD, aussi avec l'AFD, mais ça ne fonctionnera aussi que si, à mon avis, on a ces deux autres jambes, qui sont la coopération technique et scientifique qui portée à plus grande échelle, qui est vraiment financée de manière plus forte par la France, et cette capacité à donner plus de moyens pour les projets, les plus petits projets, pour tester, passer à l'échelle, impacter. Et de manière globale, il faut que aussi dans ce cadre de politique, on assume, mais c'est la période qui est compliquée, parce que qui dit développement agricole dit à un moment donné, pour moi en tout cas, échange agricole, enfin échange, commerce, mais on voit bien que la période, elle n'est pas vraiment à l'augmentation des échanges de quelque nature qu'ils soient, encore moins agricole, qui est vraiment une question de souveraineté alimentaire, de souveraineté, etc. Donc, pour le coup, c'est vrai que l'angle politique pour l'agriculture, la période fait qu'il est un peu compliqué, mais je pense qu'on peut pas le contourner, mais le prendre par un autre bout qui permettra de financer ces projets. Et pour avoir vécu et travaillé au Mozambique notamment, où les questions de développement agricole sont éminemment importantes sur le changement climatique, c'est vrai que c'était très compliqué de parler de projets, parce que c'était souvent à l'arrêt, parce qu'il y avait question d'appropriation des terres, enfin, ou d'accaparement des terres, enfin, de place du secteur privé, en général, les ministères, enfin, il y a aussi une vraie question d'ailleurs, hein, du renforcement des capacités et de montée en puissance des ministères agricoles dans ces pays-là, qui ont été quand même dépecés
par les politiques d'ajustement structurel des années 80-90 et qui maintenant, le peu d'experts qui y sont très vite captés par la Banque mondiale, par le FIDA ou par l'Union européenne. Et donc, en termes, j'imagine que vous voyez ça, en termes de contrepartie d'administration en face, c'est très compliqué. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu vraiment à votre question de manière très précise, mais vous voyez, et là, je pense qu'on est vraiment, il faut profiter de cette loi-là pour ouvrir un nouveau cycle, cette question. On discute régulièrement aussi dans cette commission, et on l'a reçu encore récemment avec le FIDA. On voit bien qu'avec la FAO aussi, bon, on a une vraie bataille culturelle à mener. On voit bien que le CIRAD, vous êtes clairement aussi au centre de ce jeu-là. Donc là, il y a un momentum, un truc à faire, mais là, pour le coup, on a aussi besoin de vous pour nous aider à mettre haut l'agenda. Et c'est vrai que moi, je compte beaucoup sur le sommet UE-UA aussi, qui va permettre, parce que justement, on rediscute des accords post-Cotonou, qui sont des questions d'échange, et parce qu'on voit les questions agricoles dedans, pour remettre au cœur du sujet aussi de l'Union européenne ces questions de développement agricole, et au fond, tout simplement, de développement de l'activité économique. Et c'est à travers cette entrée-là de l'activité économique des TPE-PME, parce que dans le monde agricole, c'est d'abord des TPE-PME, enfin, c'est plein de petits commerces qu'il faut arriver à mettre. Et au niveau français, il y a une volonté qui est là depuis longtemps, et ça juste d'activer. Et j'ai bon espoir qu'avec ce réinvestissement bilatéral en dons, on va réactiver, rallumer la machine, et qu'après, vous serez sur le terrain pour récolter ou semer les graines qu'on aura permis de financer avec sa réactivation. Alors, je sais, alors là, j'ai fait un propos. Alors, je ne sais pas s'il y a des collègues qui veulent intervenir ou si les collaborateurs de collègues veulent poser des questions. On entend quelqu'un, c'est le micro de qui là, qui s'appelle. Sinon, si vous voulez rebondir sur ce que je viens de dire, ajouter des choses. Allô? Oui, peut-être un commentaire, si vous me permettez, monsieur le député, justement sur ce que vous venez de dire. Donc, c'est vrai que l'attention au secteur agricole, comme Elisabeth l'a dit, c'est vrai que c'est une vision sectorielle qu'il faut recontextualiser dans nos organisations et dans nos dispositifs, parce qu'elle a des caractéristiques particulières qui fait que, bon, probablement par rapport à une politique d'aide au développement qui recherche évidemment à la fois de la visibilité et des résultats rapides, c'est peut-être pas le secteur dans lequel on est a priori le mieux placé pour ça, mais encore que. Mais il y a une deuxième dimension que vous pointiez et qui, à mon avis, importante, c'est bien ce qui est la montée en capacité et en compétences partout dans le monde et chez nos partenaires en particulier, de formation des cadres techniques et administratifs qui vont pouvoir accompagner le développement et le déploiement des politiques publiques qui, dans tous les pays, vont être nécessaires pour faire que, de part et d'autre, ces choses-là se fassent. Et donc, ce que sont que l'administration de demain en matière de développement durable, qu'est-ce que ça suppose comme type de formation et comme type de profil et de compétences? Je trouve que là, c'est un sujet d'investissement, y compris du côté des institutions d'enseignement supérieur françaises en coopération avec celles des pays du Sud, qui me paraît… On a perdu… Monsieur Eddy, je suis le seul à pu l'entendre ou… Non, on a perdu Michel. Donc, le président directeur général est perdu. Est-ce que vous nous entendez? En même temps, je le vois toujours à l'écran. Non, je ne le vois plus à l'écran, moi. C'est figé, ouais. Son image est figée. Figé. Tu peux lui envoyer un petit message, Émilie, peut-être, pour lui dire qu'on ne l'entend plus? Oui, je vais peut-être le relais. Peut-être je vais en profiter juste pour dire 2 mots, puisqu'on a parlé du FIDA, pour vous signaler donc, que nous, on travaille à leur demande avec eux, à la fois sur l'accélérateur Grande Muraille Verte, mais aussi sur les questions des filières. Donc voilà, c'était juste un petit complément. On te revoit, Michel. Voilà, Michel. Je suis revenu. Donc, c'est dire effectivement que ces questions de la formation des capacités, des compétences, me paraît aussi, parce qu'il n'y a pas de développement sans capital humain en vérité. Donc, je veux dire, on pourra faire tout ce qu'on veut techniquement et en termes d'innovation, s'il n'y a pas le capital humain qui est là pour
pour reprendre les choses en main, les choses ne vont pas avancer. Et je pense que c'est un domaine dans lequel il faut que probablement la politique française d'aide publique au développement peut-être prenne quelques initiatives qui se ciblent sur cette question. Oui, parce que ce n'est pas le sens de l'histoire, malheureusement, de réinvestir dans le capital humain dans la filière agricole, puisque on oriente plutôt vers des filières entre guillemets dites d'avenir, même si la souveraineté alimentaire et la filière agricole, pour le coup, c'est de l'avenir. Mais c'est vrai que c'est pas là où on investit le plus. Tout à fait. Et d'ailleurs, sur cette question de... Alors, non, peut-être que vous vouliez prolonger, ou peut-être, Mme Claverie, vous disiez sur les filières avant que Michel revienne, si vous avez d'autres choses à ajouter. Non, c'était rapidement, comme vous avez parlé effectivement à la fois du sommet UA, vous dire qu'on est pleinement embarqué et qu'on a des experts qui y travaillent. Et pour nous, c'est un horizon de projection naturelle, hein. On a un organisme européen, on se revendique comme tel. Et l'Europe n'est pas qu'un bailleur pour nous, c'est vraiment un horizon de projection et de coopération. Et on juge qu'un de nos objectifs, ça doit être d'amener nos partenaires du Nord à travailler encore plus en Afrique. On a un rôle de plaidoyer et on relaie le rôle de plaidoyer sur ce sujet-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plateforme européenne. Il y a des financements européens, mais il n'y a pas de plateforme de l'expertise agricole projetée au Sud. On est quelques organismes et je pense que pour la présidence de l'Union européenne de 2022, il y a peut-être des choses à faire, de la mise en réseau, à institutionnaliser. Enfin, il faut y réfléchir, mais je pense que côté du ministère de la Recherche, il y a quelques idées sur le sujet. Et donc, sur le FIDA, vous dire qu'on travaille étroitement avec eux. Et qu'on va renforcer tout ça. Et on le fait bien sûr sous le contrôle de nos autorités de tutelle et en particulier de la représentation permanente à Rome. Voilà, c'était la seule précision. Et alors, peut-être parce que vous l'avez évoqué, parce qu'au fond, c'est un peu le nerf de la guerre aussi, c'est la question des financements. Au-delà des financements, on disait tout à l'heure, le réinvestissement en dons permet de faire des choses un peu différentes, mais de manière générale, quand vous vous parlez avec le FIDA ou avec les autres, et puis vos partenaires européens, sur la question, qui est une question cruciale au fond, c'est la question des garanties. Est-ce que vous avez des discussions sur des modèles de garantie qui permettent d'avoir des développements de filières qui soient financièrement, je ne dirais même pas viables ou durables, mais en tout cas pas forcément déficitaires, ou en tout cas qui permettent d'attirer un minimum d'acteurs du secteur privé, puisqu'on ne peut pas concevoir dans tous ces pays-là, en tout cas, c'est difficile de considérer que le modèle serait un modèle par uniquement du financement public sur le développement des filières. Alors, je veux dire ça en France ou en Europe, on a la PAC, et aux États-Unis, où les filières agricoles sont massivement subventionnées. Donc, il y a ce côté-là, hein, il y a ces questions de subvention, mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas des modèles de financement, des modèles avec des garanties qui fonctionnent, notamment pour faire en sorte on ne produise pas toujours sur les mêmes terres, qu'on sorte de la monoculture, qu'on arrive à développer des filières un peu innovantes en attirant du capital. Sur la question des garanties, qui est quand même un élément assez essentiel, puisqu'on voit bien avec les changements climatiques, ces questions-là, même en Europe, on réfléchit aux questions on essaie d'avancer très fort sur les questions de garantie pour s'adapter juste aux conséquences du changement climatique. Voilà, un peu l'état de votre discussion sur cette question des garanties. Michel, tu veux que j'y aille ou Oui, vas-y. D'accord. Bon, c'est tout le travail qu'on fait sur les filières, et ce travail-là, il nous distingue beaucoup effectivement d'autres organisations comme l'IRD et l'INRAE. C'est le volet très appliqué du CIRAD, qui est l'héritier des instituts techniques. Alors, c'est un sujet assez complexe, mais sur lequel on est rentré, même si ce n'est pas du tout évident. On est rentré par plusieurs voies. On a fait des modèles à la demande de la Commission européenne. On peut vous passer les notes d'analyse de chaîne de valeur, VCA 4D.
Et on est partie prenante par commodité, même si les chercheurs n'aimeraient pas que je dise le mot commodité. Est-ce que c'est des produits, des commodités? Mais on a produit des analyses très contextualisées. Ça peut être le haricot vert au Kenya, ça peut être les fleurs, mais à chaque fois, un pays, une commodité, et on analyse la répartition de chaîne de valeur du point de vue économique, durabilité, est-ce que c'est une filière qui rapporte suffisamment? Du point de vue social, qu'est-ce qui revient à ceux qui participent, hein, par exemple, le secteur des fleurs, c'est très concentré, donc on descend jusqu'au grain du salarié qui travaille. On regarde aussi les droits sociaux, travail des enfants, etc. Ce n'est pas toujours facile, ça fait des discussions un peu compliquées parfois. Et puis, bien sûr, durabilité environnementale, et dans laquelle on intègre le climat. On n'arrive pas encore à intégrer tout à fait la biodive, où on intègre les coûts d'avion, enfin le bilan carbone de la filière. Ça, c'est des commandes de la Commission européenne et qui sont notamment, on a développé ça notamment parce que la Commission a été interrogée par le Parlement européen sur « vous financez le secteur privé, mais quel secteur privé ?» Donc, on a tout ce travail et on aimerait bien le pousser plus loin. On raffine nos indicateurs et notamment, il y a un gros travail à faire sur les index de biodiversité. Quel est l'impact? Et sur toute la biodiversité des semences, l'impact sur la biodiversité dite sauvage. Donc, il y a tout ce travail-là qu'on a commencé, sur lequel on a des résultats, mais aujourd'hui, en fait, on aimerait bien qu'ils aient de l'impact, ces résultats, pas simplement qu'ils servent pour valoriser un prêt ou pas de l'Union européenne ou un projet, mais que ça serve vraiment à dessiner des politiques. Donc ça, on peut vous passer. Sur la question, un autre point sur lequel on a travaillé sur la viabilité des filières, c'est tout ce qu'on fait, et Michel est vraiment partie prenante du groupe, avec la charte Alpha dont on est signataire, donc l'initiative qui a été lancée au One Planet Summit. On est la seule institution de recherche qui a été depuis le début embarquée et où on dit qu'on est vraiment prêt à participer et à travailler et on croit à cette viabilité. Et on est prêt d'ailleurs à modifier nos programmes de recherche pour ça. Donc il y a le coton qui est très connu, où on a travaillé avec le coton. Mais si on prend par exemple la filière lait, qui à mon avis, on a des experts lait sahéliens, qui est vraiment un point important à la fois en termes de nutrition, d'emploi, de stabilité territoriale. Il y a des choses à faire. Et il y a des choses à faire aussi parce que la situation a changé. Par exemple, avant, la France était exportatrice sur toute l'Afrique de l'Ouest de poudre de lait. Et on n'est plus. Maintenant, c'est l'Irlande et la Pologne qui sont les deux principaux. Donc, on est encore plus à l'aise, je dirais, pour développer. Il n'y a pas de contradiction de nos intérêts. Nos intérêts, c'est clairement le développement d'une filière lait locale. Et on pense qu'elle est rentable et on est prêt, bien sûr, à aider. Et en définitive, sur la question des garanties, on a un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les garanties, elles sont gérées par le Fonds européen de développement durable ou par Proparco, enfin par des institutions qui travaillent pas avec la recherche, qui travaillent pas avec, parce qu'ils ont sans doute une vision de la recherche très éthérée, mais qui travaillent pas avec nous pour définir ces indicateurs ou pour définir cette aide. Et donc, on a un dialogue médiatisé. On va travailler avec l'AFD qui va passer à Proparco. On va travailler avec DEFCO qui va passer à la BEI ou qui va passer au Fonds de développement. Et donc là, il manque ce dialogue, alors qu'on pense que ce dialogue, on est capable, dans notre champ, qui est le champ de la recherche à impact, on est capable d'y avoir une part. Mais aujourd'hui, l'institution fait que finalement, on n'a pas de part. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, mais très clair. Très, très clair. Peut-être juste une dernière question, parce que c'était assez clair et éclairant, comme on l'a dit, sur la question des filières. Je sais que vous êtes très attaché justement à ce développement des filières. Alors, c'est une question, notamment, alors si on prend rien que les pays africains, il y en a 50, donc c'est très compliqué. Alors, si je prends en plus l'Amérique latine et l'Asie, mais en termes de développement des filières, notamment dans nos pays prioritaires, on va dire, que selon vous, les filières sur lesquelles il faut vraiment investir ou sur lesquelles vous investissez, ou au contraire, celles sur lesquelles il faut se méfier ou ne pas investir et qui font l'objet, par exemple, d'investissement de la part d'autres partenaires ou concurrents ou tout simplement
autres pays comme la Chine ou la Turquie ou l'Inde. Voilà. Un peu sur la géopolitique des filières. Alors peut-être en Afrique, peut-être d'abord, puis s'il y a d'autres régions, ça m'intéresse aussi. Écoutez, peut-être un éclairage de nature un peu politico-stratégique. C'est vrai qu'il y a différentes filières, évidemment, qui peuvent être dans le secteur agricole concerné. Alors, si on prend, j'allais dire, les grandes filières de production de plantes pérennes, et qui sont souvent des plantes, des secteurs évidemment forts, tournés vers l'exportation, et avec des acteurs économiques qui ont un poids important et lourd dans l'organisation du marché international sur ces questions-là, on pense à l'huile de palme, qu'on pense au café, qu'on pense au cacao, qu'on pense à l'EVA. Dans ce domaine-là, c'est vrai que la coopération et le travail doit demeurer parce que d'abord, c'est une source de revenus et de devises pour les pays exportateurs dans une théorie, dans une approche dans laquelle, bon, l'échange inégal, comme on le disait il y a 30 ans, n'est peut-être pas le facteur le plus structurant, mais qui reste une vraie question. Quand on voit la manière dont deux pays exportateurs du cacao, comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, continuent aujourd'hui à devoir batailler avec les grands transformateurs et les grands distributeurs des pays du Nord pour faire qu'il y ait un partage de la valeur ajoutée qui soit plus favorable aux producteurs, dans une logique qui vise quand même au développement de ces pays, on voit que cette question reste une question centrale. Et donc le partage de la valeur ajoutée, là aussi sur ces filières-là, dans un marché mondial, est une vraie question politique et une vraie question économique, avec une autre dimension sur laquelle il faut continuer à travailler et sur laquelle nous travaillons nous, qui est la question de la durabilité et de l'impact durable de ces filières. Parce qu'on voit bien, ne serait-ce que sur le palmier à huile ou que sur le cacao, dans toutes ces composantes, c'est aujourd'hui un sujet de débat international et sur lequel il faut que nous aidions les pays producteurs à apporter des réponses, parce que sinon on va dans une impasse collective. Et cette impasse se fera en défaveur de tout le monde. Donc voilà. Donc sur ces questions-là, on est très engagé, le CIRAD, on a une vieille histoire de coopération et on va continuer à massivement investir sur ces sujets avec des partenaires du secteur privé et avec un dialogue constructif avec les États producteurs. Ce qui n'est pas toujours simple, mais qu'il faut arriver à faire. Et puis après, il y a une deuxième grande catégorie de filières sur lesquelles je pense que là, pour le coup, il y a un investissement aussi qui doit se faire de manière plus active et plus forte dans une relation qui est, j'allais dire, plus bilatérale entre les pays ou entre les régions. C'est tout ce qui sont évidemment les filières vivrières. Parce que toute la question de la sécurité alimentaire, de l'adaptation au changement climatique, de comment on encaisse le choc démographique de ces pays repose sur le développement de ces filières vivrières et de production locale. L'exemple qu'évoquait tout à l'heure Elisabeth sur le lait, par exemple, est très parlant. Hein, et comment on valorise évidemment une activité agricole qui est là plutôt tournée vers des petits producteurs, de l'agriculture familiale, avec une question aussi centrale qui est le développement de ces filières. Non seulement doit répondre à des impératifs de sécurité alimentaire de ces pays et de ces territoires, dans une phase ou dans une situation dans laquelle d'ailleurs les problèmes de sécurité globalement se posent, mais aussi doivent être pourvoyeurs d'un modèle de développement inclusif capable de fabriquer de l'emploi en milieu rural. Si on n'arrive pas à fabriquer de l'emploi en milieu rural dans ces pays à travers ces filières de production et leur organisation, le choc démographique qu'ils vont connaître, on ne prend que les pays sahéliens dans les 30 ans qui viennent, on voit mal comment les États vont pouvoir répondre à cette question. Et donc, développer ces filières est évidemment essentiel. Là, c'est plus dans les cordes, j'allais dire, de la coopération bilatérale et de la coopération Europe-Afrique. Je crois que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on investisse, avec y compris des intérêts bien compris. Moi, je vois notre pays, et je m'en félicite, dans le cadre du plan de relance, prend une grande initiative sur le développement des filières des protéagineux en France. Comment ne plus dépendre de l'importation de tourteaux de soja venant du Brésil ou de l'Argentine. Ça me semble cocher toute une série de bonnes cases politiques qu'il faut effectivement faire, mais comment effectivement ces filières, pour le coup, on peut aussi imaginer, par contre, de les développer en coopération avec des États sahéliens pour des questions alimentaires, parce que les protéines végétales, c'est source de protéines végétales et que c'est important pour la bonne qualité alimentaire de ces populations, mais aussi dans un échange bien compris entre l'Europe et l'Afrique pour valoriser, y compris ces productions, plutôt que de valoriser la grande ferme brésilienne et la grande ferme de l'Argentine. Donc voilà, donc sur toutes ces filières vivrières avec la composante protéagineux, me paraît évidemment des sujets d'intérêt majeur sur lesquels il faut continuer à travailler. Et pour nous, c'est vrai que l'Alliance Alpha, telle qu'elle a été lancée au One Planet Summit, en étant une plateforme des acteurs du secteur privé majoritairement déjà engagés sur ces questions,
c'est nous donner potentiellement plus de possibilités de développer des projets avec eux, parce que la réponse, ce sera forcément dans l'encadrement de politique publique, certes, mais avec des partenariats publics-privés forts qui vont permettre effectivement à ce que les choses se passent sur le terrain avec un impact économique et sociétal que chacun recherche. Ce n'est pas des questions de recherche, ce n'est pas des questions métaphysiques, c'est des questions pratiques de développement économique. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour le propos à la fois politique dans le sens noble du terme, et puis la vision, et puis le détail aussi au niveau des filières, et de manière très, très précise. Alors, est-ce qu'il y a des collègues qui souhaitent, je crois que non, il n'y a aucune main qui s'est levée. En tout cas, merci beaucoup de votre rendu disponible. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou autres. Il y avait l'interrogation en début d'intervention d'Elisabeth autour de cette question de l'évaluation des politiques publiques à l'intérieur du projet de loi. Comment? Bien sûr, pardon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que nous, on est vraiment à disposition pour travailler là-dessus, ça nous intéresse. Oui, alors, non, mais alors, sur ça, ça a été mis de manière très volontaire de la part du gouvernement, de manière la plus brève et succincte possible. Moi, dans mon rapport, je l'ai développé de manière beaucoup plus extensive. Et donc là, on va travailler, en fait, avec les différents collègues, avec les différents groupes politiques pour atterrir avec le gouvernement sur la proposition d'une commission qui soit la plus ambitieuse possible et qui permette à chacun d'y trouver son compte. L'idée, l'objectif principal, c'est que cette commission ne soit pas rattachée, enfin, ne dépende pas du gouvernement. C'est-à-dire que ce ne soit pas une commission qui soit un organe du gouvernement. Pour des raisons pratiques et d'opérationnalité, et également de compétences et de gages aussi d'indépendance, l'idée de le rattacher à la Cour des comptes est plutôt l'idée qui tient la corde. Je trouve que c'est une idée qui a beaucoup de sens, puisque on peut pas dire que la Cour des comptes soit taxée de dépendance au gouvernement, à l'exécutif, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis surtout, la Cour des comptes, il y a déjà des exemples avec le conseil il me semble, sur le Haut Conseil aux finances publiques, et un autre organisme qui est rattaché de la même manière. L'idée, c'est d'avoir 3 commissaires, un peu comme ce qu'il y a à la commission indépendante d'évaluation. Alors tout ça, ça décrit dans des décrets, mais dans le texte de loi, on va essayer quand même d'épaissir, de densifier l'explication, parce que je sais que ça suscite beaucoup d'intérêt de la part de différents partenaires. Donc 3 commissaires, français ou étrangers, enfin en tout cas un commissaire français, qui ont la main et l'exclusive main sur le calendrier des évaluations, sur la stratégie de déploiement de ces évaluations. Et leur objectif, c'est plusieurs, comme je le décris dans le rapport, d'ailleurs, c'est à la fois faire des évaluations stratégiques, des évaluations sur des thématiques, par exemple l'agriculture, le développement agricole, des évaluations géographiques, des évaluations pays, ou alors des évaluations juste de projets. Donc, c'est eux qui fixent le calendrier des travaux. Et bien évidemment, pour faire ça, ils peuvent s'appuyer sur un certain nombre de compétences de la Cour des comptes. Donc là, il y a des accords qui seront passés pour détacher des fonctionnaires ou autres, pour le secrétariat notamment, etc., pour les réunions et autres. Mais surtout, ça se passera, comme dans toute bonne commission indépendante d'évaluation, par d'abord le recours à des prestataires externes qui ont la compétence et qui font ce travail-là. C'est eux qui sont en capacité de faire ce travail d'évaluation d'impact. Parce que ce qu'on recherche, c'est pas la question du contrôle, de l'efficience, de la qualité. C'est est-ce que ce que l'on fait atteint, au-delà des résultats, a de l'impact. Et donc ça, on sait que c'est qu'il faut des partenaires dont c'est la compétence principale et première. Et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir des évaluations qui sont au Quai d'Orsay, au Trésor, à Bercy. Donc, ça va de facto, normalement, et c'est ce qu'on verra après, mais on verra après, mais on va devoir, il y a des engagements qui vont être pris, ça va réduire les départements d'évaluation de tous ces ministères-là, puisqu'on aura une instance qui regroupe, ou en tout cas qui permet d'avoir un effet et un impact beaucoup plus conséquent. Donc, il y a toute la question aussi pour l'AFD, pour le Trésor, pour le Quai d'Orsay, des gens qui travaillent là-bas, où est-ce qu'ils vont aller voilà, dans cette commission. Donc ça, ce sera au gouvernement d'y réfléchir et de faire des propositions, etc. Le coût, c'est à peu près 3-4 millions d'euros par an en année pleine, ce qui est un coût pour évaluer une politique qui est à peu près à 12 milliards, 13 milliards, ce qui est loin d'être conséquent et qui est même,
je pense, le ticket d'entrée normal pour mieux évaluer et surtout permettre de se rendre compte de l'impact de ce que l'on fait. Donc voilà, avec un droit de tirage, c'est-à-dire que, alors voilà, personnalité indépendante nommée soit en conseil des ministres, soit avec voilà, le mode de nomination, tout ça sera l'objet aussi de discussion plus tard, mais voilà, 3 personnes avec des équipes, une équipe dédiée, et cette équipe-là est en charge aussi d'aller recourir à des partenaires extérieurs et ensuite de faire le travail de suivi, parce que c'est intéressant, c'est que la redevabilité de cette commission sera devant le Parlement. Donc elle viendra devant le Parlement pour à la fois exposer les conclusions des travaux et ensuite il y aura donc ça aura vocation à être du coup partagé aux différentes administrations, aux différents partenaires. Ça peut être aussi le CIRAD, l'IRD, la Proparco, si c'est des projets qui ont été évalués sur ce champ où vous intervenez. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'un an après, ou un an et demi, ou 2 ans après, les conclusions ou les recommandations devront être aussi, enfin, le suivi de recommandations et de conclusions devront être présentés au Parlement et voir comment le gouvernement, les opérateurs ont mis en œuvre ces recommandations. Parce qu'on ne veut pas simplement du one-shot où on sait très bien, on fait des belles évaluations, que pas grand monde lit, mais les opérateurs les lisent, et puis ensuite, il y a des recommandations et on ne voit pas ce qui est fait derrière. Et donc, ce que nous ont fortement conseillé nos collègues anglais de ICAI, c'était vraiment d'avoir cette phase d'après que eux n'ont pas, de dire un an et demi après, on voit quel a été le suivi des recommandations. Et pour le coup, là, d'être intégré, enfin, d'être dans l'écosystème Cour des comptes, c'est intéressant parce que la Cour des comptes fait aussi ce travail très longitudinal sur le long terme d'un certain nombre de politiques. Ils arrivent bien à emmagasiner parce que ce que je ne souhaite pas, ce qu'on ne souhaite pas, c'est qu'au fond, ce soit un organe de production tout le temps d'évaluation, mais il n'y a jamais ce travail de est-ce que les recommandations ont été mises en œuvre, est-ce qu'il y a eu cette capitalisation, est-ce qu'il y a eu ce partage de connaissances. Et du coup, vous serez, on va de toute manière avoir une discussion avec la Cour des comptes, c'est que vous serez forcément avec le gouvernement intégré dans dans cette construction aussi, après, dans le fine-tuning de cette opération, avec aussi les organisations les autres opérateurs, la société civile, pour qu'on ait vraiment un outil qui corresponde comment dire, à l'objectif qu'on se fixe tous, et avec un droit de tirage, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, et là il faut qu'on regarde bien aussi comment ça peut se faire très précisément, le Parlement, le gouvernement ou par exemple le CNDSI ou autre organe qui aurait droit de demander, de commanditer un certain nombre de par exemple, pas plus de 50% de toutes les évaluations. Ce qui fait que tout le monde peut avoir ce droit de tirage et tout le monde, à un moment donné, peut considérer qu'il a envie d'en savoir un peu plus sur une politique. Donc voilà un peu l'architecture globale. Tout ça reste à bien évidemment définir. Il y a des choses qui sont dans les cartons. On attend aussi la discussion parlementaire pour avancer sur tous ces éléments. Mais en tout cas, ça va être une belle, je pense, une belle en tout cas, une belle avancée en termes de redevabilité, de transparence, mais surtout de partage de la connaissance, du savoir et de capitalisation de tout ce que l'on fait aussi dans les différents pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas à vous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et de toute façon, on se tient au courant. On a nos adresses respectives, donc absolument. Sur tous ces sujets à votre disposition. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.